C'est vrai que cette histoire dure depuis quelques mois et je n'avais vraiment pas souhaité faire cette sortie. Mais il est des moments de la vie où il faut véritablement, au-delà de votre personne, penser aussi à ceux qui vous sont chers, vos amis, vos parents, vos sympathisants tout court, mais également, n'oublions pas que nous gérons une institution qui a une mission de service public. Nous sommes donc dès lors dans l'obligation de communiquer et de faire taire les rumeurs qui ont cours dans la presse, notamment cette crise artificielle, fomentée et entretenue depuis un certain temps. Je vais essayer de faire un résumé puisque vous aurez la note introductive que nous allons distribuer à la presse, mais je vais revenir sur les questions essentielles. Pour rappeler tout simplement que le rôle de l'IPRES, c'est de collecter des cotisations auprès des travailleurs, de tous les travailleurs, régis par le Code du travail et le Code de la marine marchande. Parmi eux, effectivement, nous avons le privé et les agents non fonctionnaires de l'État. Je vais vous laisser en juger par vous-même si oui ou non l'IPRES a fait des progrès depuis notre arrivée à la tête de l'IPRES le 1er avril 2014. En termes de recouvrement, en 2013, l'IPRES avait recouvré environ 73 milliards de francs CFA. L'année dernière, nous avons été à 121 milliards de francs CFA de recouvrement, ce qui signifie en clair un bond en avant de 60,66 milliards sur le recouvrement des cotisations dues par les employeurs. Nous avons noté depuis 2014 une augmentation de 40% sur les pensions de retraite, une augmentation de 51% depuis 2012, au moment où, de par le monde, on parle de difficultés dans la gestion de la retraite. Ça, c'est le deuxième acquis. À l'IPRES, les pensionnés étaient payés au bimestre, de 1958 à 2007. Mais depuis 2017, nos pensionnés sont payés tous les mois, ce qui leur assure une continuité dans le traitement salarial. C'est vrai qu'au début, parce qu'ils n'avaient pas compris, ou bien que ces mêmes machinations étaient en cours, les retraités avaient même marché pour dire non à la mensualisation. Mais aujourd'hui, je pense que si on leur demandait de retourner au bimestre, ils vont encore marcher pour dire laissez-nous dans le mois. Parce que tout simplement, c'était fait dans leur intérêt. On a souvent entendu parler de pensions faibles, de 5 000 francs, de 6 000 francs, de 10 000 francs. Le président de la République, Macky Sall, lors de la conférence sociale d'avril 2016, avait demandé que soit instituée une pension minimale à hauteur de 98% du SMIC. Aujourd'hui, c'est chose faite et c'est l'IPRES qui supporte encore à hauteur de 5,3 milliards par an. Le plafond de salaire soumis à cotisation a été amélioré de 35%, ce qui garantit également une meilleure retraite aux pensionnés. Le délai de stage qui était de 1 an, le délai de stage, c'est-à-dire la durée minimale que vous devez travailler pour avoir une pension, était de 1 an à l'IPRES, pendant que c'était de 15 ans dans la sous-région, et même dans notre pays, pour le fonctionnaire, il faut travailler 15 ans pour pouvoir prétendre à une pension de retraite. Ce délai de stage aussi a été relevé à 10 ans pour éviter les pensions faibles. Parce que plus vous cotisez, plus vous avez une meilleure pension. Et ceci, c'est à défaut de sortir du système par un versement unique qui est devenu plus important depuis que les pensions ont été améliorées et le délai de stage ramené à 10 ans. On a également noté un rétrécissement notoire du traitement des dossiers qui prenait plusieurs mois. La norme CIPRES voudrait que les dossiers soient traités
au maximum dans les 45 jours. À l'IPRES, en fin 2018, nous en étions à 44 jours, même si nous voudrions dans l'avenir que ce soit systématique, qu'il n'y ait pas de rupture dans le traitement salarial. L'IPRES a également, depuis 2014, ouvert 6 agences. L'agence de Plateau, l'agence de Mbour, l'agence de Matam, l'agence de Podor, l'agence de Fatick et l'agence de Kédougou. Figurez-vous que le travailleur ou l'employeur de Kédougou faisait 250 km pour se rendre à Tambacounda pour un acte qui l'intéressait au niveau de l'IPRES. Au niveau de la gestion des médicaments, il y a une automatisation qui est en cours de test au niveau des CMS de Dakar. Nous avons noté la diversification et la dispersion et l'optimisation même de nos investissements. Et pour ce qui est de l'État, on avait l'habitude d'entendre dire que l'IPRES était, je dis bien était, la vache laitière de l'État l'IPRES venait à la rescousse pour des dizaines de milliards. Mais depuis quelque temps, depuis l'arrivée du président Macky Sall, c'est maintenant le sens inverse qui est observé, puisque nous avons pu recouvrer plus de 30 milliards de dettes au niveau de l'État entre 2014 et maintenant, et c'est d'ailleurs ces 2 dernières années. C'est pour la première fois également que nous effectuons une étude actuarielle, qui est d'ailleurs une obligation si on s'en tient aux recommandations de l'Association internationale de sécurité sociale, pour une institution de prévoyance sociale de le faire tous les 5 ans. Nous avons également, pour la première fois, élaboré une cartographie des risques qui nous permettent une meilleure maîtrise des risques qui pourraient déteindre négativement sur nos résultats. Et vous avez assisté le 5 septembre dernier à la présentation de la carte biométrique du retraité qui a 3 fonctions. Une fonction d'identification, une fonction d'identification-authentification, une fonction de paiement, mais également ce sera un instrument qui permettra d'établir la preuve de vie, là où l'IPRES demandait des certificats de vie qui pouvaient être frauduleusement produits au niveau des municipalités. Au vu de tout ceci, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on parle de la même IPRES dans la presse? Dans la presse, on nous parle de l'IPRES avec des ruptures de médicaments, de l'IPRES avec des retards de pension dans les pensions, de l'IPRES où on note des fraudes sur la gestion des tickets, de l'IPRES où il y a des recrutements abusifs, de l'IPRES où il y a un directeur général désinvolte parce que parrainé par le couple présidentiel. Pour ce qui est des ruptures de médicaments, je dois d'abord vous expliquer et insister dessus pour vous dire que la prise en charge médicale du retraité n'est pas une obligation de l'IPRES. L'IPRES, son rôle, c'est de collecter des cotisations et de payer des pensions. Et les corps de contrôle, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit l'Inspection générale d'État, ont laissé à l'IPRES des rapports où il leur est reproché des fautes de gestion parce que, tout simplement, il y a des dépenses de prise en charge médicale des retraités. C'est vrai, c'est une faute, mais c'est une faute qui est tolérable parce qu'il s'agit d'aider des personnes vulnérables qui n'ont pas les moyens pour la prise en charge médicale. Mais aussi, cette cible est une cible maladive. C'est normal, nous tous, nous allons y arriver. Si bien qu'ils ont parlé de 600 millions de francs dépensés dans les médicaments. Je dis mieux, c'est près de 900 millions que nous dépensons annuellement depuis quelque temps pour les médicaments. Mais il n'y en aura jamais assez. Parce que le rythme de consommation qui concerne le retraité et ses ayants droit, c'est-à-dire son épouse et ses enfants de moins de 21 ans, est une prise en charge gratuite de bout en bout. C'est-à-dire de la consultation à l'hospitalisation et aux médicaments. Ce qui signifie qu'effectivement, c'est difficile d'avoir assez de médicaments tout le temps et à tout moment. Mais ce semblant également de rupture est dû au fait qu'on n'avait pas une gestion automatisée. Aujourd'hui, c'est le cas. On peut avoir des ruptures à Dakar, des disponibilités dans les régions. Avec le nouveau système, il nous sera facile de voir, avoir une vue panoramique sur ces médicaments-là et de faire les allocations nécessaires pour que ces ruptures-là soient amoindries. S'agissant des dysfonctionnements dans le paiement des pensions dans le Nord, il y a 2 hypothèses qui sont avancées. La première hypothèse, c'est que certains estiment que l'IPRES paye en retard les pensions parce que c'est payé entre le 12 et le 15. Mais je dois expliquer et que tout le monde puisse le retenir. En réalité, il n'y a pas de retard, c'est parce que nous anticipons. En clair, aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre.
Nous sommes en train de nous préparer et l'argent est déjà même mis à la disposition de certains prestataires. Nous devons payer l'échéance d'octobre qui devait être payée le 1er octobre. C'est ça que nous allons payer le 15. Donc il ne s'agit pas d'un retard de 15 jours, mais il s'agit d'une avance de 15 jours. Il faut que ce soit très clair dans la tête des uns et des autres. L'autre aspect, c'est qu'on nous avait signalé dans le Nord qu'il y avait des dysfonctionnements dans le paiement des pensions et certains ont voulu faire croire que l'IPRES avait des difficultés pour la mise à disposition de fonds. Il n'en est rien du tout. En réalité, il y avait un petit dysfonctionnement auprès de notre plus grand partenaire dans cet exercice, qui est Poste Finance, entre la Poste et Poste Finance pour la mise à disposition de ces fonds, ce qui a fait qu'il y a eu des tâtonnements sur 2 jours, mais l'IPRES n'avait rien à voir avec ce flottement, qui d'ailleurs a été réglé. Poste Finance s'est excusé auprès de l'IPRES, et lors de l'échéance précédente, vous avez vu qu'il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là. Sur la fraude des tickets restaurants, des esprits malveillants ont voulu même impliquer quelque part, soit le système de gestion au niveau de l'IPRES, ou bien le directeur général lui-même. Et quand ça a été très clair dans leur tête, d'aucuns ont parlé de gens qui seraient protégés par le directeur général. Ce qui s'est passé, c'est que c'est nous-mêmes, en relation avec notre directeur des ressources humaines, qui avons découvert le poteau rose, qui avons commandité un audit pour nous rassurer que nos soupçons de fraude étaient réels. Et après l'audit, nous avons porté plainte devant les juridictions. L'enquête est en cours, des personnes sont déjà entendues, mais maintenant, ce n'est pas au directeur général de l'IPRES d'accélérer ou de décélérer une enquête qui est entre les mains de gens qui sont professionnels et qui savent et qui connaissent bien leur travail. Cette affaire-là, je pense que maintenant, c'est mis de côté. C'est une affaire qui est au niveau de la justice et nous attendons que la justice se prononce sur cette question. C'est la même chose pour le détournement. C'est vrai que le montant n'est pas un montant important, mais c'est nous le principe que nous avons condamné. Nous avons aussi porté plainte pour un jeune travailleur de l'IPRES qui s'est prêté à la facilité, qui a monté un dossier, qui s'est fait payer un montant, et ça, quand ça a été découvert, et toutes ces découvertes-là n'ont pas été faites par des corps de contrôle, encore, et même pas par notre commissaire aux comptes. C'est nous, directeur général, avec notre dispositif de contrôle interne, dont le directeur est ici présent, qui avons découvert tout ceci. Mais est-ce que le directeur général peut empêcher à un caissier qui encaisse jusqu'à la fin de la journée, qui prend 2 millions, qui rentre avec lui? Quel est le système qui peut faire ce contrôle-là? Il n'en existe pas. Mais je pense que ce qui est dissuasif, et ça aussi je ne l'ai pas dit en Wolof, sur les 5 ans, moi j'ai licencié 4 personnes qui ont fait des fraudes, qui ont remboursé, mais sur la base de la faute commise, ils ont été licenciés. Donc nous, quand on fait ces choses-là, notre main ne tremble pas. On ne le fait pas par gaieté de cœur quand on fait perdre du travail à quelqu'un. Mais quand quelqu'un faute au point de détourner des deniers qui à la limite sont des deniers publics, on est obligé de sévir. Et ceci est arrivé. Et ce n'était pas toujours le cas à l'IPRES, mais nous avons mis un système de contrôle. Et l'audit des caisses au niveau de l'IPRES est devenu pratiquement un audit permanent avec une équipe dévouée à la tâche que j'encourage au passage. Sur le recrutement abusif, bon, je pense qu'il y a des mots, comme je dis, qui sont des mots qui sont dédiés aux directeurs généraux. Recrutement abusif, gestion gabégique. Certainement, ceux qui le disent, pour certains d'ailleurs, ne savent même pas épeler le mot, mais c'est des termes qui sont à la mode et à chaque fois, ça se dit au niveau des directions générales. Le recrutement à l'IPRES est très encadré. Le texte dit de manière très claire, et peut-être ça va surprendre, le directeur général ne peut pas recruter directement comme ça. On dit le directeur général soumet au bureau du conseil, représenté pour la plupart par le président du conseil d'administration, tout recrutement, tout licenciement, sauf si c'est une faute lourde. Mais si on a créé 6 nouvelles agences, si on a délocalisé nos plus grands services, les prestations, le recouvrement au point E, parce qu'ils étaient à l'étroit ici, si on a créé un deuxième centre médico-social, je pense que la logique voudrait effectivement qu'on puisse recruter du personnel. Mais en faisant le pointage tout à l'heure, entre 2014 et maintenant, en faisant le point sur le nombre de recrutements autorisés, nous avons encore un gap de 53 personnes
à recruter. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de recrutement pléthorique. Et d'ailleurs, les services en demandent encore. Mais c'est la gestion rationnelle des effectifs qui nous permet de faire des redéploiements, de ne pas dire qu'on nous a autorisé, allons-y directement, on le fait de manière progressive. De manière tendancieuse, on a dit qu'il y a des gens de Tivaouane qui ont été recrutés. Mais autant il y a des gens de Tivaouane, autant il y a des gens de Dakar, des gens de Malem Hodar, des gens de Kaffrine, hein, des gens de partout, de Kédougou, des gens de Matam, des gens de Podor, c'est normal. Et très honnêtement, ce n'est pas parce que le directeur général est de Tivaouane que les gens de Tivaouane ne vont pas avoir leur chance. Mais ce qui est clair, on ne peut pas vous dire un seul profil inadéquat qui a été... Ça, au moins, j'y veille au grain, quelle que soit l'origine du recrutement. Donc, retenez qu'il n'y a pas de recrutement pléthorique. Non seulement on ne répond pas systématiquement à toutes les demandes de recrutement, mais sur ce qui a été autorisé, effectivement, on est encore à un gap de 53 postes qui n'ont pas été pourvus, parce qu'il faut y aller progressivement. Sur le parrainage du couple présidentiel, moi je pense que c'est manquer même de respect au conseil d'administration que de dire que c'est parce qu'il est parrainé par le président de la République qu'il fait ce qu'il veut. Et d'aucuns même sont allés jusqu'à dire qu'il n'a pas le profil du poste. Mais aujourd'hui, moi je vous dis, enfin, ces gens-là m'obligent à parler de moi, ce que je fais très rarement. Mais quand même, Dieu merci, j'ai été formé à bonne école, pur produit de l'école sénégalaise, administrateur civil principal présentement, et qui a eu à faire son petit bonhomme de chemin. Dans le commandement territorial, où j'ai été adjoint au gouverneur à Fatick, à Dakar, et même entre-temps, j'ai été, c'est Dieu qui l'a voulu, président du conseil régional de Dakar, sous délégation spéciale. Et en 2012, j'étais directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de la Famille. Mais ça, c'est un faux problème qui se pose quand on parle du président de la République. À l'IPRES, le directeur général n'est pas recruté, n'est pas nommé par décret présidentiel ou bien par arrêté du ministre. Le directeur général est nommé par une délibération du conseil d'administration. Donc je considère que ceux qui parlent de ça veulent créer l'amalgame et je doute même de leur loyauté vis-à-vis du président de la République qui a d'autres choses à faire que de se mêler de ces questions-là, dont il est très loin. Je pense que si le président s'était mêlé dans cette histoire-là, tout le monde le saurait. Mais lui, l'État a fait un choix d'accorder l'autonomie de gestion à l'IPRES et l'État est à l'écart. Même s'il y a une tutelle qui est là, qui est une tutelle technique, qui peut connaître de toutes les questions qui intéressent l'IPRES, qui a aussi le pouvoir d'approbation des délibérations qui sont prises par le conseil, par le conseil d'administration de l'IPRES. Moi, depuis 5 ans et demi que je suis là, je n'ai pas senti, en tout cas, le poids de l'État. L'autonomie de gestion au niveau de l'IPRES n'est pas un vain mot, c'est une réalité.